Alors, j'ai choisi d'intituler mon propos « Droit, éthique et intelligence artificielle et performance », pour une raison assez précise, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle pose bon nombre de questions juridiques. Des questions liées aux données, des questions liées à la propriété intellectuelle des IA et la propriété intellectuelle de ce que les IA créent. Elles génèrent des choses, on l'a vu tout à l'heure, et donc ces choses-là sont susceptibles d'appropriation. Mais les IA également génèrent des risques, peuvent donner lieu à des mauvais usages. Vous savez, les avocats sont un peu, quand ils restent habillés, paranoïaques. Je ne sais pas si on l'est avant de devenir avocat ou si on le devient au cours de sa profession, allez savoir. Mais nous, on voit les choses qui ne fonctionnent pas, parfois. On voit les cas de responsabilité, on voit les projets qui coûtent plus cher. Donc je suis celui qui, quelque part, ne fait pas toujours rire les clients ou qui voit des clients quand ils sont en difficulté. Et évidemment, si on veut contribuer au développement de l'intelligence artificielle, il est indispensable d'avoir un socle juridique qui permet de favoriser les investissements, de favoriser le déploiement d'une IA de confiance, parce que l'on rend prédictibles les solutions juridiques qui vont ressortir en cas de conflit. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un paquet d'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui sur le marché. Là, je vous montre des intelligences artificielles dites génératives. Pour l'essentiel d'entre elles, elles sont connues, vous avez un prompt, vous rentrez du texte et ces intelligences vous génèrent des réponses. Par exemple, moi j'ai posé la question à ChatGPT de savoir si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde ou dans l'objet regardé. C'est une question philosophique assez classique, mais je me suis demandé sur une telle question, qu'est-ce que ChatGPT va me répondre ? Eh bien, j'ai eu une réponse structurée, thèse, antithèse, synthèse, approximative certes, mais qui éclaire un peu le sujet. J'étais assez surpris, le résultat n'était pas bluffant, mais plutôt pas mal. Ça me donne l'occasion de vous dire quelque chose à ce propos et de faire le lien avec les questions de propriété intellectuelle. Parce qu'en effet, quand vous interrogez une IA et que vous écrivez quelque chose dans le prompt, cette information est transmise à l'éditeur qui la conserve. Alors il y a eu des cas comme ça pour Samsung de violation du secret des affaires parce que des développeurs ont écrit du code concernant des bases de données stratégiques en vue de faire en sorte que ChatGPT puisse le débugger. Mais ils ont diffusé aux Américains des informations stratégiques aux éditeurs de cette intelligence artificielle. La deuxième qui est là, elle a une utilisation médicale. Elle permet de regarder si les gens sont en train de devenir déments ou séniles quand les gens sont âgés et sous surveillance. Alors vous voyez bien que ça peut avoir des enjeux éthiques majeurs. Imaginez quelqu'un qui veut se, entre guillemets, débarrasser de ses ancêtres et le faire juger sénile pour le mettre sous tutelle. Il aurait vite fait de trafiquer un système d'intelligence artificielle pour avoir le résultat qui l'intéresse. Je vous l'ai dit, nous les avocats, on pense toujours à comment ça va mal se passer. C'est notre métier, en partie. Donc l'intelligence artificielle a de multiples facettes. Elle sert le domaine de la santé, le domaine du transport, le domaine des moteurs de recherche en ligne, la formation, la traduction automatique et l'industrie. Il n'y a pas un secteur d'activité de l'humanité aujourd'hui dans lequel il n'y a pas de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Et puis il y a donc une variété d'applications. Il y a des outils d'aide à la décision, des outils de calcul, des outils de simulation, des outils de génération, des outils qui génèrent des contenus artistiques à partir d'une description que l'on va faire d'un tableau que l'on souhaite réaliser, par exemple. Donc évidemment, l'intelligence artificielle a un impact majeur sur la société et va avoir un impact majeur sur la société. Encore aujourd'hui, on parle de smart à tout bout de champ et on met un petit peu de l'intelligence artificielle parfois à toutes les sauces, alors qu'il n'y en a pas forcément. Ça va nous poser la question, comme l'a dit mon prédécesseur, de la définition de l'intelligence artificielle. Mais il y a déjà un impact en termes d'emploi. On voit que le patron d'IBM estime que 30% des 26 000 postes administratifs de son entreprise vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, les gens vont faire autre chose. Ils vont travailler dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Ils vont se recycler. C'est pas nouveau, ça. Depuis que les technologies évoluent, eh bien, les humains s'adaptent en fonction des dernières avancées technologiques. Cependant, il faudra gérer la phase de transition. Donc mon idée, c'est qu'il faut évidemment
dans le cadre de la formation professionnelle continue, aider les gens à développer des compétences nouvelles, mieux adaptées au marché quand ils vont être disruptés par l'intelligence artificielle. Et le Bénin s'intéresse à cette question, donc merci de me recevoir pour parler de ce sujet-là, effectivement, parce que le Bénin a déployé un plan stratégique du numérique et des données massives dans l'optique de rayonner en matière d'intelligence artificielle. Nous, les professionnels du droit, on aime bien aussi, comme l'a dit mon prédécesseur, les définitions. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Moi, avocat, si je sais ce que c'est que l'intelligence artificielle, je pourrais demain dire à mon client, cher ami, ce que vous avez fait là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement un logiciel et un algorithme. Donc voilà le régime juridique de ça. Ou au contraire, cher ami, ce que vous avez fait là, c'est bien un système d'intelligence artificielle, je vous conseille de le protéger par le brevet. Je vous le conseille de faire un dépôt auprès d'une agence pour la protection des droits d'auteur, pour éviter de vous faire pirater. La définition métier un petit peu de l'intelligence artificielle, c'est celle qui consiste à dire que c'est la mise en œuvre d'algorithmes, de techniques au sein de programmes informatiques pour se rapprocher d'un raisonnement humain et obtenir un résultat ou une solution. Donc finalement, l'objet de l'intelligence artificielle, c'est d'imiter l'humain dans ses capacités cognitives, intellectuelles, et d'essayer de penser comme nous. Et c'est là où c'est un peu trompeur, je trouve, ce terme, parce que chez nous, les humains, il y a plusieurs sortes d'intelligence, et il n'est pas très facile de mesurer l'intelligence. Il n'est pas rare qu'on ait des difficultés dans un domaine, mais qu'on excelle dans l'autre. Il n'est pas rare qu'on soit plus à l'aise avec les chiffres ou plus à l'aise avec les lettres, par exemple. Et il y a des intelligences, et les tests de QI chez les humains ont évolué ces 50 dernières années pour pouvoir mesurer l'intelligence humaine et les capacités humaines. Donc quand on parle de l'intelligence artificielle en informatique, à mon avis, on devrait parler des intelligences artificielles. Il n'y en a pas qu'une. Donc attention parfois aux approches un petit peu marketing. Il y a du calculateur, du simple calculateur, et puis il y a de l'intelligence artificielle qui simule les raisonnements humains. Et j'en profite pour dire que ce que j'ai observé aussi dans ce domaine-là, c'est que les intelligences artificielles sont très spécialisées. De moins en moins, en tout cas, émergent des intelligences moins spécialisées maintenant. Le robot qui a gagné aux échecs contre Kasparov pour la première fois qu'un robot, un automate, a battu un humain aux échecs, il y a une vingtaine d'années, il est très très fort aux échecs, très fort. Mais il est nul pour vous lancer un ballon. Un enfant de 2 ans, il lance très bien les ballons. Il tient un verre d'eau. Mais ce PC-là, il ne sait pas faire ça du tout. Donc attention aussi à déterminer le secteur d'activité des intelligences artificielles par rapport à leurs usages. J'ai des définitions juridiques qui ne voulaient pas venir mais qui arrivent. Alors évidemment, vous l'avez peut-être remarqué, je suis un avocat européen et donc j'ai pensé à des définitions que je connais en droit français et en droit européen et je m'interroge sur le point de savoir s'il y en a en droit béninois notamment. Donc en France, je vous la propose, elle est là, cette définition. Je la trouve intéressante parce qu'elle me semble complète. Elle présente l'intelligence artificielle comme un champ interdisciplinaire théorique et pratique. Et là, on est bien dans le domaine de la recherche et dans le domaine pratique, qui a pour objet la compréhension des mécanismes de la cognition et de la réflexion, donc compréhension de la façon dont raisonne l'esprit humain, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel à des fins d'assistance ou de substitution aux activités humaines. Je crois que cette définition-là est pertinente, et cependant, je trouve qu'à chaque fois qu'on veut définir l'intelligence artificielle, on la définit par sa finalité, c'est-à-dire, c'est tous les mécanismes informatiques qui tendent à imiter le raisonnement humain, mais pas par son contenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Des algorithmes, des logiciels. Qu'est-ce qui fait que des algorithmes et des logiciels, des fois, ils ne sont pas intelligents, puis des fois, c'est de l'intelligence artificielle. Là, le technique et le juridique se rencontrent pour discuter et trancher ces questions-là. Il existe une définition également européenne qui est proche, je ne vais pas vous la lire, je vous la propose simplement, mais je crois qu'il sera nécessaire, dans la législation béninoise, de se poser cette question-là, d'introduire une définition de l'intelligence artificielle pour pouvoir protéger les créations béninoises et puis aussi définir un régime de responsabilité associé à l'usage des intelligences artificielles.
Il y a du bon et il y a du mauvais dans l'intelligence artificielle. Il faut mettre ça en balance. Il y a du bon parce que ça permet l'automatisation, ça permet des gains de temps, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avant. On a parlé de l'optimisation de l'accueil des patients dans les hôpitaux. Ça permet donc prévention, anticipation et beaucoup de choses. Donc il y a un paquet de bénéfices à aller vers l'intelligence artificielle. Faisons-le. Mais il y a des risques aussi. Il n'y a pas que du bon. Il y a des risques de discrimination. On l'a vu tout à l'heure avec le précédent intervenant, de personnes plus vulnérables. Une intelligence artificielle pourrait être performante, par exemple, pour influencer nos décisions en manageant ou gérant notre esprit de manière subliminale, sans qu'on s'en rende compte. Si on intègre ça dans des réseaux sociaux, on pourrait manipuler les foules. Moi, je dis souvent, les outils technologiques, ça fait 25 ans que je fais du droit de l'informatique et des technologies nouvelles, alors elles sont plus si nouvelles que ça maintenant, ne sont pas dangereuses en tant que telles. C'est l'usage qu'on en fait qui est dangereux. Donc il ne faut pas avoir peur des intelligences artificielles et de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il faut, c'est, de manière responsable, définir les limites de leur utilisation dans l'intérêt de la société. Et c'est là où le droit intervient pour proposer des arbitrages comportementaux. Il y a des choses qu'on aura le droit de faire, il y a des choses qu'on n'aura pas le droit de faire. D'où la première question qui est posée aux professionnels du droit, c'est l'éthique. Si je peux avoir des systèmes d'intelligence artificielle pour maximiser mes ventes, jusqu'où je vais aller? Jusqu'où je vais essayer d'influencer mon client? Je vais devoir me poser des questions éthiques. Si une voiture autonome décide, pour protéger ses occupants, d'éviter le choc avec un camion et de tuer un piéton ou de blesser un piéton, est-ce que je peux la programmer dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un bénéfice social à adopter cette solution ou est-ce qu'il y a un risque social à adopter cette solution? Comment est-ce qu'on gère les cas de dérive? Attention, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite, comme nous autres, les humains, ne sommes pas parfaits et nous commettons des erreurs. Cependant, avec nos outils, on a tendance à penser qu'ils doivent être parfaits et ne pas commettre d'erreurs. Donc on ne tolère pas le véhicule autonome qui fait un accident de la route, par exemple. Mais les humains, ils en font un paquet. D'où la notion d'éthique, parce que le droit, ça a pour seul objet de réguler nos comportements. Ça ne régule pas ce que l'on pense. Tu ne voleras point, c'est une règle de droit qui a comme sous-jacent moral qu'on ne prend pas les affaires des autres. Et on voit que c'est une règle morale qui nous oblige à traiter une règle juridique. Donc ici, on n'a pas d'éthique et il faut se construire une éthique. Tous les pays commencent par ça, d'avoir des comités d'éthique. Je vais accélérer parce que mon écran s'est coupé déjà. Alors, les objectifs d'une intelligence artificielle, c'est de construire, au plan juridique, c'est de construire une intelligence artificielle digne de confiance, en fait, pour permettre l'innovation. C'est là où il va falloir des règles de droit qui luttent contre la fraude. Au Bénin, vous avez un code du numérique complet qui a été fait et travaillé. Nous, on n'a pas de code encore du numérique, et j'espère qu'on en aura un jour. Et puis, vous avez également une stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle et qui expose les conditions dans lesquelles vous allez mettre à jour votre cadre institutionnel et réglementaire pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. L'idée de cette stratégie, c'est d'adopter un texte qui encadre l'intelligence artificielle au Bénin, de mettre en place un environnement contrôlé de développement de l'intelligence artificielle, et puis de définir et déployer un modèle de gestion des données de masse. Mon prédécesseur a parlé effectivement des risques de discrimination avec des données de masse qui sont mal calibrées. En France et en Europe, on en est à peu près au même point, c'est-à-dire comité d'éthique, réflexion sur la règle de droit et définition des actes qui vont favoriser le développement de l'intelligence artificielle. La Commission européenne aujourd'hui examine 3 projets de texte, 2 projets de règlement, un projet de directive en vue de créer un marché unique européen pour l'intelligence artificielle. Peut-être vous avez intérêt à faire la même chose au niveau régional ou sous-régional. Ensuite, je vais vous parler brièvement de propriété intellectuelle. Et là, j'ai 2 choses à vous dire principalement. La première, c'est que vous allez doper, dynamiser un écosystème autour de l'intelligence artificielle. Dans la salle, il y a peut-être bon nombre de créateurs de solutions d'intelligence artificielle et vous allez les déployer
dans le commerce national et international. Eh bien, comme ça se passe souvent quand il y a des idées ingénieuses et performantes, il y a des gens qui vivent de l'intelligence des autres et qui sont des contrefacteurs. Il vous faut des solutions pour protéger vos créations. Il vous faut peut-être notamment avoir une agence pour la protection des programmes qui peut enregistrer les créations d'IA ou vous-même que vous ayez le réflexe de penser à la question du brevet. Parce qu'une fois que vous assurez la diffusion d'une solution d'intelligence artificielle et que quelqu'un peut se l'approprier, peut-être vous êtes en risque. Peut-être aussi vous-même, quand vous l'avez créé, vous êtes-vous inspiré de plateformes de création avec du code open source, de sorte que vous devez vous poser la question de savoir si votre création est bien la vôtre ou celle sous l'égide de laquelle la licence open source a été conclue. Et donc ça, c'est des vrais sujets liés à la protection de l'intelligence artificielle pour les créateurs. Elles sont composées, on le répète, de données et de bases de données qui ont un régime propre. Elles sont composées de logiciels, d'algorithmes et de savoir-faire. Pour ces 4 sujets-là qui composent des IA, il y a des solutions de protection. Et le deuxième volet du point de vue de la propriété intellectuelle, c'est celui de la propriété des créations. Si je génère un texte artistique, poétique, romantique, technique, avec une IA, à qui appartient-il? Si je génère un tableau avec une IA en donnant des éléments descriptifs du tableau que je souhaite fabriquer, à la façon des impressionnistes par exemple, est-ce que c'est une contrefaçon des peintres impressionnistes ou à la façon de Picasso? Est-ce que celui qui a renseigné l'IA avec des milliers de tableaux impressionnistes pour que l'IA puisse comprendre ce que c'est que l'impressionnisme, il a pris des œuvres qui étaient déjà protégées et les a mis dans son IA sans autorisation, de sorte que celle-ci génère une œuvre qui va être diffusée, qui elle-même contrefait des œuvres qui ont été utilisées pour entraîner l'IA. Mais qui est responsable? Le créateur de l'IA? L'utilisateur? Celui qui a créé les données? Alors je vois qu'il y a des réponses qui est responsable? Ça c'est pas tranché aujourd'hui juridiquement. Il y a des procès aux États-Unis là-dessus, et effectivement, parce qu'il y a une œuvre qui a été faite à la façon d'Andy Warhol, et il y a des procès en cours en ce moment pour ces sujets-là, parce que les IA vont générer des choses qui peuvent être potentiellement de la contrefaçon d'œuvres protégées, parce qu'on les a aussi entraînées à partir d'œuvres qui elles-mêmes étaient protégées. Il y a aussi la question des données. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, on va évidemment enrichir les systèmes d'IA avec des données massives. Et là, il y a des points de respect de la vie privée. Parce que si on prend tout le contenu du web pour entraîner une IA, eh bien, on va prendre des données à caractère personnel. Il y a une réglementation sur les données à caractère personnel et on n'a pas le droit de prendre toutes les données des gens sans leur consentement. Les données personnelles, je m'appelle Arnaud Thessalonikos. Ça ne m'appartient pas. Je n'en suis pas propriétaire. C'est mon identité, mais je n'ai pas un titre de propriété. Donc si je publie ça sur le web, vous pouvez y accéder. Cependant, cette donnée, elle n'est pas de libre circulation. Si vous la prenez pour la traiter dans vos systèmes en vue de me profiler pour mieux me vendre de l'assurance, vous devez avoir obtenu mon consentement, même si vous avez pris la donnée en ligne. Protection des données à caractère personnel. La donnée est insusceptible d'appropriation, mais elle n'est pas de libre parcours. Et vous avez d'ailleurs dans votre code de l'économie numérique des règles sur la protection des données. C'est le livre 5, et notamment, je ne résiste pas en tant que professionnel du droit à la tentation de vous lire l'article 401 du Code du numérique du Bénin, qui prévoit qu'aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne physique ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé. Donc je ne peux pas m'appuyer sur une décision de sur un traitement informatique pour prendre une décision de justice, c'est illégal. Aucune décision, dit le même article, qui produit des effets juridiques ne peut être réalisée à partir d'un traitement informatique. Donc ça veut dire que le système d'information va être, on le parlait pour les garanties assureurs, une aide à la décision, mais pas décisionnelle. Et c'est là où on retrouve des questions juridiques, c'est qu'il faut écrire dans la réglementation que le système ne décide pas, il propose.
Alors ça fait longtemps que je me souviens, j'avais un client qui était directeur des systèmes d'information. Je lui avais dit ça, et il m'a dit, mais tu sais Arnaud, les conseillers bancaires, quand ils proposent les crédits là, sur les prêts d'essai, invalidité, etc., bah, le logiciel, il leur propose de la décision, mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent dans le sens du logiciel, on ne leur donne pas le choix. Donc ils ont le choix de ne pas avoir le choix. Ça, c'est la hiérarchie donc là aussi, il faudra réguler de manière spécifique. Donc il y a des règles de droit qui émergent pour encadrer les jeux de données qui vont servir à alimenter les IA et les entraîner. Et puis vous avez un sujet de responsabilité. Je vais terminer mon propos sur le sujet de responsabilité. Et je peux en parler encore 7 minutes, figurez-vous. Donc je vais les utiliser complètement. Le sujet de responsabilité, il est assez aussi important à deux niveaux. Parce que vous avez une chaîne d'opérateurs techniques qui fabriquent une IA. Vous avez des concepteurs, vous avez des développeurs, vous avez des rédacteurs d'algorithmes, vous avez des gens en charge de la sécurité. On peut parler d'un système d'intelligence artificielle qui, à un moment donné, a été fabriqué par une personne et qui va le promouvoir. Elle est vendeur de ça. Elle le vend avec des capacités de faire quelque chose, mais elle ne promet pas un résultat. Dans un contrat par lequel vous achetez une intelligence artificielle, dites-moi, vous achetez quoi? Vous n'achetez pas le résultat puisque vous ne le connaissez pas. Puisque l'IA, on a dit, elle est auto-apprenante. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas spécifier comment elle va se comporter. Donc, je pense que dans le contrat de vente, quand on achète de l'IA, on achète des capacités, mais pas le résultat. Donc, on sait qu'il y a un aléa. Donc, celui qui achète, il consent à cet aléa. Moi, je serai le rédacteur du contrat et je protège mon client. Je vais stipuler clairement qu'il y a un aléa. Ce qui fait que si l'IA ne se comporte pas comme prévu, par exemple, il y a un surdosage dans une prescription de médicaments, à qui la faute? Parce qu'on a acheté la capacité à bien doser les médicaments, mais pas la garantie qu'elle le doserait dans 100% des cas. Et à Paris, prochainement, je vais faire une conférence où il y aura quelqu'un qui va parler de ce qu'on appelle les erreurs majeures dans le domaine de la santé dans les IA. Parce que vous savez, quand on achète la capacité d'une IA, par rapport à un résultat moyen, eh ben on dit qu'on va avoir 80% ou 90% des cas qui sont bien traités et 10% d'erreurs, de petites erreurs. Et on tolère une marge d'erreur. Mais ce qu'il faut, c'est mesurer l'écart à la moyenne. Parce que vous voyez que si j'ai une moyenne de 5 et que j'ai 2 itérations, que j'ai 0 et 10, ben j'ai une moyenne de 5, mais elle n'est pas représentative parce que c'est 10 divisé par 2, donc il y a trop d'écart. Si une IA commet des erreurs majeures, que les écarts à la moyenne sont trop forts dans le domaine de la santé, il y a tout de suite des décès. Est-ce qu'on a le droit de 10% de décès dans le domaine de la santé parce qu'on a une IA qui n'est pas parfaite? Non. Donc on a des solutions, j'imagine, techniques, opérationnelles pour ne pas être dans ces circonstances-là, mais il y a aussi des cas de responsabilité. On parlait des véhicules autonomes et de la sécurité. Moi, je veux kidnapper quelqu'un. Ben, c'est quand même plus facile plutôt que d'envoyer une équipe sur place que de fermer les portes de sa voiture autonome et de l'envoyer dans le ravin. Donc il y a des sujets de sécurité aussi dans l'utilisation des intelligences artificielles. Évidemment, il y a des solutions. Je vous ai dit, les professionnels du droit, on est là pour parler des trucs qui ne marchent pas parce qu'on nous paye pour ça. Mais si la responsabilité est claire, les solutions juridiques qui vont résulter de l'utilisation de l'intelligence artificielle sont prédictibles, donc le monde des affaires est serein. Et c'est ça que je propose de traiter, à la fois par l'évolution de la réglementation et à la fois par le contrat, pour avoir de la conduite juridique des projets d'intelligence artificielle qui soit pertinente. Il y a ceux qui fabriquent de l'IA, qui doivent être conformes à un cadre réglementaire, il y a ceux qui achètent de l'IA pour la revendre et ceux qui l'utilisent, et il y a les gens au bout de chaîne qui, j'allais dire, la subissent ou en bénéficient. Et nous, on voit qu'à chaque stade de cette opération, il y a du contrat, de l'achat, de la vente de logiciels, et donc des équipes à manager pour avoir une IA performante et éthique grâce au recours notamment au droit qui va définir des règles de comportement. Et je vous remercie pour votre attention et pour cette session.